Donc, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur ce Caliment en aparté. Je suis Catherine Renard, je suis la directrice du Carnot Caliment et donc nous allons parler aujourd'hui des micro-constituants végétaux. Donc, vous êtes arrivé sur Caliment en aparté. Caliment en aparté, c'est un format court dans lequel nous présentons un aperçu de nos résultats et des travaux de recherche en cours. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi de faire parler deux chercheuses, deux des expertes françaises sur les micro-constituants végétaux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que depuis les années 2000 ou même un petit peu plus tôt, on parle beaucoup en termes de nutrition et santé des antioxydants qui sont en général des microconstituants végétaux, parfois appelés aussi micronutriments, et tout cela étant un petit peu confondu et considéré comme étant bon pour la santé. Mais on va faire aujourd'hui un point pour savoir qu'est-ce qu'il en est en fait. C'est quoi les microconstituants végétaux? Qu'est-ce qu'ils et en particulier les polyphénols? Qu'est-ce que l'on sait maintenant à leur sujet? Quels concepts restent pertinents et quels autres ont en fait été invalidés dans ces quelques décennies de recherche? Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est un Carnot et ce qu'est le Carnot Caliment. Donc, Carnot, en fait, c'est un label qui est donné par le ministère en charge de la recherche à des groupements de laboratoires académiques et d'instituts techniques qui sont excellents sur deux points, donc à la fois une expertise scientifique validée par des publications, validée par des doctorats, et également une activité partenariale forte, donc des chercheurs qui ont l'habitude, en fait, de travailler sur des problématiques en lien avec les entreprises. Et plus particulièrement, parmi les 39 carnot qui existent et qui recouvrent tous les champs de la science depuis la cognition jusqu'à l'électronique, nous sommes, nous, le carnot Caliment, la porte d'entrée pour les entreprises vers la recherche publique en alimentation humaine. Le Carnot Caliment, c'est donc un réseau de recherche pour l'innovation alimentaire qui regroupe 13 entités que vous voyez affichées ici sur la carte de France. Donc ces 13 entités, elles sont réparties sur l'ensemble de l'Hexagone. Il y a toujours une unité du Carnot Caliment à proximité, on pourrait dire. Et donc, nous travaillons sur trois thématiques de recherche principales. La première, affichée ici, ce sont les nouvelles protéines et également les ferments fonctionnels et probiotiques, donc tous les aspects biologie. La deuxième, c'est ce qui va concerner le développement durable et l'évolution de la demande sociétale, donc en termes de nouveaux procédés, en termes d'acceptation et de sobriété, de naturalité. Et puis la troisième, qui est celle qui est plus directement concernée par le caliment en aparté d'aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner l'alimentation pour des populations spécifiques et la qualité nutritionnelle et sensorielle. Et c'est dans ce cadre, cette qualité nutritionnelle, que nous allons parler aujourd'hui des micro-constituants végétaux. Avant de passer la parole à nos deux intervenantes, je vais faire deux petits rappels. Tout d'abord, je vais vous demander de bien vérifier que tout au long de l'exposé, votre micro restera fermé. Et la deuxième chose, c'est de vous demander, comme nous finissons par une séquence de questions-réponses, ce que je vais vous demander également, c'est s'il vous vient des questions au cours de l'exposé, vous pouvez les noter dans le chat et nous les poserons à la fin de l'ensemble de l'exposé pour donc cette séquence de questions-réponses. Donc, avant de commencer, Claire, Christine, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Claire Dufour, chercheuse à INRAE. Tout d'abord, merci à Catherine de m'avoir donné cette opportunité de présenter mes travaux de recherche, donc développés dans l'UMR, sécurité et qualité des produits d'origine végétale. Je m'intéresse plus particulièrement aux mécanismes physico-chimiques qui sous-tendent les propriétés technofonctionnelles et nutritionnelles des polyphénols, et cela aussi bien lors de la transformation des fruits et légumes que de leur digestion. Bonjour à tous. Moi, je suis Christine Morand. Je suis directrice de recherche INRAE dans l'unité de nutrition humaine de Clermont-Ferrand, où je dirige une équipe, l'équipe Nutrivas, qui étudie les effets santé des microconstituants végétaux, en particulier des polyphénols. Les polyphénols en particulier, je les connais très bien parce que je travaille dessus depuis plusieurs dizaines d'années, en ayant commencé tout d'abord par l'étude de leur biodisponibilité, de leur métabolisme, et puis j'ai évolué vers les effets santé. Voilà. Je donne la parole à Catherine. Merci beaucoup. Je vais prendre la suite. Du coup, merci beaucoup Claire et Christine pour vos présentations. Pour commencer ce webinaire, j'ai une première question. Que savons-nous des microconstituants végétaux? Voilà. Les produits végétaux de notre alimentation sont des sources riches et exclusives d'une grande diversité de microconstituants. Ces microconstituants, ce sont des métabolites secondaires qui sont produits par les plantes en réponse à un stress biotique ou abiotique. Et selon leur structure chimique, on peut répartir ces composés en différentes familles qui, pour les plus significatives, incluent pour les liposolubles les caroténoïdes, les phytostérols et les monoterpènes, et pour les hydrosolubles, les polyphénols, les glucosinolates ou les thiosulfinates. Certaines de ces familles sont caractéristiques de certains groupes d'aliments, comme vous pouvez le voir et le reconnaître sur cette image, comme les glucosinolates ou les thiosulfinates dans l'ail ou l'oignon, et d'autres sont beaucoup plus ubiquitaires, comme les caroténoïdes ou les polyphénols. Pour un grand nombre de ces composés, ils participent aux caractéristiques organoleptiques de l'aliment, en leur conférant couleur, odeur ou saveur, mais d'autres sont complètement sans couleur, ni saveur, ni odeur. Et du fait de leur diversité, de leur large distribution dans les aliments, vous comprendrez bien que leur niveau de consommation et que les profils de consommation de ces différentes familles sont très variables selon les habitudes et les préférences alimentaires. L'intérêt croissant des nutritionnistes et de l'industrie pour ces microconstituants est lié au large spectre de leurs activités biologiques démontrées sur des modèles expérimentaux avec une diversité de propriétés comme des propriétés antioxydantes, propriétés anti-inflammatoires, anti-athérogènes, antitumorales, antiprolifératives et autres, qui laissent penser qu'ils pourraient jouer un rôle dans la prévention des dysfonctions et des maladies chroniques liées au vieillissement et à l'âge. Donc, parmi les composés liposolubles abondants dans notre alimentation, on va retrouver les phytostérols. Nous les trouvons dans les huiles végétales, dans les noix, l'avocat, les légumineuses. Ils ont un effet hypocholestérolémiant reconnu aujourd'hui et qui a été validé par une allégation santé en 2012 par l'EFSA. Alors, cette allégation santé statue qu'il faudrait consommer 3 grammes par jour de phytostérol, donc apporté à travers des aliments enrichis comme des margarines, pour observer une diminution du LDL cholestérol de 11%. Alors, l'autre classe très abondante, la plus abondante des lipophiles dans notre alimentation, c'est celle des caroténoïdes. Nous en consommons environ 10 mg par jour. Certains caroténoïdes qui vont présenter une analogie structurale avec le bêta-carotène seront des provitamines A. Nous savons qu'il faut environ 6 mg de bêta-carotène pour avoir la même activité que 1 mg de rétinol. Et les références nutritionnelles portent sur le rétinol, puisque nous devons consommer entre 750 et 650 microgrammes par jour, selon si nous sommes des hommes ou des femmes. Alors, nous connaissons tous le rôle bien établi de la vitamine A dans la vision, mais il y a aussi des xanthophiles qui sont des caroténoïdes hydroxylés qui jouent un rôle dans la prévention de la DMLA. Ce sont la lutéine et la zéaxanthine. Et
Pour la protection des maladies cardiovasculaires et de certains cancers, nous manquons quand même de données, excepté pour le lycopène qui a fait ses preuves de protection. Enfin, une dernière classe très abondante, c'est celle des monoterpènes. Ils sont abondants dans les zestes d'agrumes, les aromates, les huiles essentielles, donc forcément rencontrés dans le régime méditerranéen. Il n'y a actuellement pas de recommandation de consommation et ils sont pourtant très utilisés comme arômes dans l'industrie et ils ont des effets reconnus comme anti-ulcéreux, anti-inflammatoires et immunomodulateurs chez l'homme. Alors, pour continuer maintenant avec les composés hydrosolubles, tout d'abord les glucosinolates. Leur rapport est, vous l'aurez compris, est complètement dépendant de la consommation de crucifères avec des niveaux d'apport qui peuvent atteindre quelques dizaines de milligrammes par jour. Les glucosinolates présents dans l'aliment ne sont pas les molécules bioactives. Il faut l'intervention d'une enzyme qu'on appelle la myrosinase pour libérer des composés à partir des glucosinolates qu'on appelle les isothiocyanates, qui sont eux bioactifs in vivo. Et cette enzyme qui libère les composés bioactifs, elle est présente dans la plante et également dans les bactéries du microbiote intestinal. Aussi, pour optimiser la libération de ces composés bioactifs, il est préférable de consommer l'aliment plutôt que des suppléments isolés pour bénéficier de cette activité myrosinase de la plante. Une consommation élevée de crucifères est associée à une réduction de l'incidence du cancer et ceci est à rapprocher des propriétés anticarcinogéniques et antitumorales rapportées pour les isothiocyanates. En ce qui concerne les thiosulfinates, ils sont caractéristiques des alliums, c'est-à-dire ail, oignon, échalote, et avec l'ail qui constitue la source majoritaire parce que les thiosulfinates sont très concentrés dans l'ail. C'est une enzyme encore de la plante qui libère les thiosulfinates de la matrice alimentaire, d'où l'intérêt de consommer l'ail cru pour ne pas dénaturer trop l'enzyme et ainsi assurer la libération optimale d'allicine pour laquelle des effets hypotenseurs et hypocholestérolémiants ont été rapportés in vivo. Et enfin, pour ce qui concerne la grande famille des polyphénols, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, ces polyphénols, c'est la classe, famille majeure de microconstituants alimentaires, à la fois du fait de leur large distribution dans nos aliments et de par la diversité des structures chimiques qui la composent et qui permet de distinguer différentes classes. Tout d'abord, la grande classe des flavonoïdes, qui est aussi la classe pour laquelle les effets santé des polyphénols sont les plus documentés. Et en fonction de certaines particularités structurales, on distingue 6 sous-classes majeures de flavonoïdes. Certaines de ces sous-classes, comme les flavonols ou les flavanols, sont relativement ubiquitaires, tandis que d'autres sont plus caractéristiques de certaines catégories d'aliments, comme les isoflavones dans les agrumes, les anthocyanes dans les baies et les fruits rouges ou les isoflavones dans le soja. Une autre famille importante de polyphénols alimentaires, c'est celle des acides phénoliques, qui se distingue par la présence d'un seul cycle phénolique et comprend 2 sous-classes. Celle des acides hydroxybenzoïques, présents sous forme simple ou de forme de tanin hydrolysable, et celle des acides hydroxycinnamiques, plus ubiquitaires et particulièrement abondants dans le café, les céréales ou les fruits. Il existe aussi dans les aliments d'autres classes de polyphénols, mais beaucoup plus mineures d'un point de vue quantitatif, comme les lignanes, les stilbènes ou les curcuminoïdes. À cette diversité structurale s'ajoute le fait que dans les aliments, les polyphénols ne sont pas ou peu présents sous forme libre, mais le plus souvent liés à des sucres. C'est le cas, par exemple, pour les flavonoïdes qui sont quasi exclusivement présentes sous forme de glycosides, liés à des esters dans le cas des acides phénoliques, ou également sous forme de polymères. Et c'est notamment le cas des proanthocyanidines ou tanins condensés pour les polymères de flavanol que vous connaissez particulièrement bien, puisque ce sont les tanins du vin, par exemple. Donc, au final, il y a plus de 250 molécules différentes dans nos aliments. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que les polyphénols, aux doses où ils sont apportés par l'alimentation, ne présentent aucune toxicité pour l'homme. Lorsque l'on veut évaluer à peu près le niveau de consommation de ces polyphénols dans notre alimentation et les apports au niveau de la population française, on peut se référer à cette étude qui a été publiée en 2010,
qui a utilisé la base de données Phenol Explorer qui sert à évaluer les niveaux le contenu en polyphénol dans nos aliments. Et cette table a été couplée à la cohorte française Suivimax et utilisée pour exploiter les données de consommation qui ont été réalisées dans cette cohorte française. Et c'est à partir de ce travail-là qu'on a estimé que les apports moyens en polyphénol totaux étaient supérieurs à 1,2 g par jour dans la population française, que ces apports s'équilibraient à peu près entre la grande famille des flavonoïdes et celle des acides phénoliques, et que c'était les fruits et les boissons qui représentaient pour 3/4 les apports en polyphénol via nos aliments. Lorsque l'on s'intéresse à l'étude des effets santé des polyphénols, il est avant tout important de bien connaître leur devenir dans l'organisme. En effet, les polyphénols qui sont présents dans les aliments sous forme de glycosides, d'esters ou de polymères et à des teneurs élevées ne sont absolument pas retrouvés dans la circulation après absorption et métabolisme. En effet, les formes de polyphénol estérifiés ou glycosides doivent être hydrolysées par le microbiote intestinal avant que des molécules absorbables soient libérées, et ce qui montre le rôle clé du microbiote dans le métabolisme des polyphénols. D'autre part, les formes absorbées sont ensuite intensivement métabolisées par des enzymes de conjugaison de phase 2 au niveau de l'intestin, au niveau du foie. Donc, ça veut dire que les polyphénols sont reconnus par l'organisme comme des xénobiotiques. Ils subissent le même métabolisme que celui des médicaments. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de forme native de polyphénol dans l'organisme. Et enfin, les formes polymères ne sont pas absorbées, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne peuvent pas jouer un rôle au niveau du tube digestif. Donc, si les polyphénols ne sont pas absorbés dans le tractus gastro-intestinal, ils peuvent cependant y exercer un rôle, un bénéfice pour la santé, en particulier à travers leur capacité antioxydante ou leur capacité à inhiber certaines enzymes de la digestion. Pour cela, ces polyphénols doivent être bioaccessibles. Et la bioaccessibilité, elle est définie comme la fraction de composés phénoliques qui va pouvoir diffuser hors de la matrice végétale et être présente dans le digestat. Alors, cette bioaccessibilité gastrique n'est pas connue chez l'homme, mais on a pu l'étudier chez le minipore. Et dans cette étude, en aigu, des minipores ont consommé donc un repas de type occidental à base de viande de bœuf et d'huile végétale. Et sur 2 repas, il y avait eu addition donc soit de fruits et légumes détaillés en dés, donc pommes, artichauts, prunes, soit d'un extrait phénolique correspondant à ces fruits et légumes. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que la bioaccessibilité des polyphénols dans le cadre de l'extrait demeurait supérieure à la bioaccessibilité des polyphénols lorsqu'ils étaient apportés sous forme de fruits et légumes. Et là, on met bien en évidence un effet de la matrice végétale qui retient une partie des composés. Par contre, lorsqu'on a voulu quantifier cette bioaccessibilité, bien, on s'est rendu compte qu'elle était inférieure à 7% en général pour toutes ces molécules, lorsqu'il avait eu un apport par l'extrait, et inférieur même à 4% lorsque les fruits et légumes avaient été apportés en D. Alors, une des raisons de cette bioaccessibilité qui est faible, eh bien, c'est la capacité des composés phénoliques à se lier aux macromolécules de leur environnement. Ça peut être des protéines alimentaires ou des enzymes de la digestion. Et là, on a des informations. On sait que les affinités de ces protéines sont élevées, de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 mol moins 1. Et elles vont jouer un rôle sur la santé parce que des polyphénols qui vont être capables de se lier à des amylases ou des lipases, eh bien, vont pouvoir ralentir la digestion de l'amidon ou des triglycérides. Alors, d'un autre côté, les polyphénols peuvent se lier aux fibres alimentaires. Ce sont en particulier les pectines et les hémicelluloses. Les affinités sont plus faibles, 10 puissance 2 à 10 puissance 3 mol moins 1. Néanmoins, les fibres ne sont pas digérées dans le tractus intestinal et elles vont pouvoir servir de véhicule pour transporter les polyphénols jusque dans le côlon.
Et là, les fibres et les polyphénols seront métabolisés par la flore colique. Alors, ces interactions entre les polyphénols et les protéines, on peut les mettre en évidence à travers la digestibilité des protéines. Cette digestibilité des protéines, eh bien, on la mesure à travers la concentration en acides aminés dans le plasma. Cette étude, elle a été réalisée pour les repas précédents, donc toujours chez le Miniport. On peut voir trois profils de digestibilité très différents. Donc, ce qu'on voit dans un premier temps, eh bien, c'est que la concentration en aminoacides, eh bien, elle augmente fortement dès T0 pour le repas contrôle. Elle, cette hausse est interrompue dans le cadre de l'extrait avec de l'extrait phénolique, et puis on voit un décalage dans le temps lorsque le repas a été consommé avec des fruits et légumes. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que le pic plasmatique est obtenu à peu près au même temps, que ce soit pour le repas contrôle ou le repas avec les fruits et légumes. Donc, on voit bien que nos protéines de bœuf s'apparentent à des protéines rapides. Par contre, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que le pic plasmatique avec l'extrait phénolique, eh bien, il est décalé. Il est largement décalé dans le temps et il est d'une intensité moindre. Et là, on peut voir que ces protéines qui étaient rapides dans un premier temps sont devenues des protéines lentes en présence de l'extrait phénolique. Donc, cela nous invite peut-être à réfléchir sur notre façon de consommer des polyphénols. Oui, sous forme de fruits et légumes crus et transformés, peut-être pas sous forme de suppléments alimentaires. En tout cas, pour la personne dénutrie ou sarcopénie qui, elle, a besoin d'une concentration en aminoacides assez élevée pour faciliter la synthèse des protéines. Alors après ce panorama des interactions entre polyphénols et nutriments au niveau digestif, si on, comme je vous le disais précédemment, les polyphénols ingérés sont activement métabolisés dans le tractus digestif et en particulier par le microbiote intestinal, si bien que les formes circulantes de polyphénols sont constituées pour 5 à 10% par des métabolites conjugués de phase 2. Ce sont des dérivés glucuronidés, sulfatés, voire méthylés des aglycones, et ceci dans des concentrations donc relativement modestes, de l'ordre du nano au micromolaire. Et l'essentiel des polyphénols ingérés atteignent les parties basses de l'intestin pour être activement métabolisés par les activités enzymatiques du microbiote intestinal, si bien que plus de 90% des métabolites de polyphénols sont d'origine microbienne avec des taux qui vont du micro au millimolaire. Et donc, ces métabolites microbiens, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout d'abord une diversité de petits acides phénoliques, pas toujours très spécifiques, donc on ne connaît pas la bioactivité, en tout cas, on la connaît peu. Et il y a également production de métabolites microbiens qui, eux, sont spécifiques de certains polyphénols et qui ont une activité, une bioactivité bien plus élevée que les précurseurs. C'est par exemple le cas de l'équol qui est produit à partir de la daidzeine par les bactéries du microbiote. Et l'équol a une activité oestrogénique 10 fois plus importante que celle de la daidzeine du soja. C'est le cas également des urolitines qui sont des métabolites d'origine microbienne produites à partir des élagitanins que l'on trouve dans tout un tas de, de baies ou de noix. Donc tout ça, ça veut dire que lorsque l'on veut étudier la bioactivité des polyphénols, eh bien, il faut faire très attention au choix des conditions modèles in vitro si on veut avoir réaliser des études qui sont pertinentes sur le plan physiologique. Bien prendre en compte ce métabolisme et la nature des métabolites circulants. Alors, comme je vous l'ai précisé au début, ce sont les flavonoïdes qui constituent la famille de polyphénols qui a été le plus étudiée et du fait pour lesquels les effets santé sont les plus documentés. Donc, cet intérêt des flavonoïdes pour la santé, notamment la santé cardiométabolique, s'appuie sur des données épidémiologiques très robustes
réalisées sur des corps de plusieurs milliers, voire millions d'individus, qui ont pu montrer que une forte consommation de flavonoïdes réduit l'incidence des maladies cardiovasculaires de 19% et celle du diabète de type 2 de 11%. Et cette association inverse entre flavonoïdes et mortalité cardiovasculaire a été montrée pour plafonner pour des apports journaliers de l'ordre de 500 mg par jour. Alors, au-delà de ces données épidémiologiques, on a aussi un nombre croissant d'études d'intervention chez l'homme qui montrent des améliorations de certains biomarqueurs associés au risque cardiométabolique dans des études de supplémentation. Et j'ai choisi là de vous présenter une de ces études qui est la plus importante parce que c'est le premier essai clinique à grande échelle qui a visé à évaluer le bénéfice d'une consommation de polyphénol du cacao sur la santé cardiovasculaire. C'est l'étude Cosmos qui a été réalisée aux États-Unis sur plus de 21 000 personnes, hommes et femmes de plus de 60 ans. Il s'agit là d'un essai contrôlé et randomisé avec un placebo, un double aveugle, pendant lesquels donc les participants ont reçu quotidiennement sur une période de 5 ans un supplément à base de polyphénol de cacao ou un placebo. Et ce qui a été suivi dans un premier temps, c'est l'évolution du nombre d'événements cardiovasculaires, du taux de mortalité après l'intervention. Et comme vous pouvez le voir ici, on avait une réduction de moins de 10% des événements cardiovasculaires, de moins 27% de la mortalité par maladie cardiovasculaire. Et ces chiffres étaient encore nettement augmentés lorsqu'on centrait l'analyse sur les individus les plus compliants. Et c'est cette étude, mais aussi d'autres études, bien sûr, réalisées auparavant, des études chez l'homme, ont conduit l'Académie de nutrition et de diététique américaine à la recommandation de consommer 400-600 mg par jour de flavanol, toutes sources alimentaires confondues. Il s'agit là de la première recommandation officielle pour associer à la consommation de flavonoïdes. Et du coup, pouvez-vous nous en dire plus sur leurs propriétés et sur comment les mesurer, et notamment le concept antioxydant? Alors, tout d'abord, les polyphénols sont reconnus pour leur capacité antioxydante qui est expliquée par la réactivité des orthodiphénols. Alors, ces composés orthodiphénoliques ont la capacité à céder un électron ou un hydrogène à une espèce oxydante, qui peut être un radical peroxyle, un radical azoté ou un centre métallique. Et il va y avoir génération donc d'un radical aryloxyle qui est stabilisé par une liaison hydrogène. Ce radical aryloxyle néanmoins est instable, il va céder un deuxième électron ou un deuxième hydrogène pour conduire à un intermédiaire orthoquinone. Alors, cette orthoquinone, elle peut être générée directement à partir du composé orthodiphénolique, en particulier par une enzyme, la polyphénol oxydase. Alors, cette orthoquinone est déficiente en électrons et elle va pouvoir réagir avec des nucléophiles qui, eux, sont riches en électrons et qui sont présents dans son environnement. Ça peut être des protéines, des thiols ou d'autres composés phénoliques. Dans le cas des composés phénoliques, on voit qu'on tend vers une oligomérisation qui est bien caractéristique du brunissement enzymatique que l'on observe quand on coupe une pomme. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à travers l'addition de nucléophiles, on va régénérer ce noyau catéchol et donc notre antioxydant phénolique va pouvoir à nouveau céder des électrons et des hydrogènes. Alors, à quels critères reconnaît-on un bon antioxydant phénolique? Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple de la catéchine, qui est la molécule en haut au centre, et qui présente deux noyaux phénoliques. Le premier qui est un noyau A métatrihydroxylé, puis le second, le noyau B, qui est orthodihydroxylé. Et lorsqu'on regarde le potentiel redox des unités isolées, on voit que pour une unité méthahydroxylée, eh bien, on a un potentiel redox à 0,80 volts. Quand on regarde celui d'une unité orthodiphénolique, eh bien, il a 0,53 volts. Donc, le premier critère
de la capacité antioxydante, eh bien, c'est la présence d'un noyau orthodiphénolique. Et on voit que c'est ce noyau B qui donne le potentiel de 0,57 volts. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rajoute un nouveau groupement OH en position ortho? Eh bien, c'est le cas avec les pigalocatéchines. Et là, on voit qu'on gagne encore en capacité réductrice, puisqu'on passe à 0,43 volts. Et puis, un autre critère qui est très important, eh bien, c'est l'introduction d'une double liaison sur le noyau C, comme pour la quercétine, puisque là, on va avoir une conjugaison de tous les noyaux aromatiques. Et là, la capacité réductrice descend à 0,33 volts. Là, on a affaire au composé phénolique le plus réducteur. On voit qu'il est quasiment aussi réducteur que la vitamine C, qui, elle, a un potentiel redox de 0,28 volts. Et ces deux composés ont quand même la capacité à pouvoir régénérer des radicaux issus de l'alpha-tocophérol, donc qui est un antioxydant lipophile que l'on retrouve dans les membranes. Alors, comment mesure-t-on la capacité antioxydante? Il existe des tests chimiques qui sont faciles à mettre en œuvre, hein. Ils font appel à des espèces qui sont des oxydants en général et qui sont plus ou moins proches de la réalité biologique. Par exemple, avec les tests de Folin ou de Frapp qui sont bien connus, eh bien, les polyphénols devront réduire des centres métalliques. Dans le cadre des tests des PPH ou TEAC, l'espèce oxydante est un radical azoté. Et dans le cas de TRAP ou de ORAC, eh bien, là, on est un petit peu plus biologique, hein, puisque l'espèce à réduire sera un radical peroxyle. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller vers une plus grande complexité de ces tests, en particulier en cherchant à protéger une cible biologique. En particulier, ça peut être un acide gras polyinsaturé, ce qui est couramment réalisé dans de nombreux tests, puisque là, on a affaire à des systèmes micellaires, des émulsions d'en haut, des huiles, et on va même vers les lipoprotéines de basse densité. Alors, pour bien choisir un test, eh bien, il faut sélectionner donc l'espèce que l'on souhaite protéger ou le type d'oxydant et puis s'assurer que les conditions physico-chimiques de notre test sont assez proches de l'aliment ou du système biologique que l'on souhaite mimer. Alors après tout ce que vient de vous dire Claire et que vous avez appris maintenant sur le devenir des polyphénols dans l'organisme, vous n'aurez pas de mal à me croire lorsque je vous dis que les polyphénols circulants, qui sont des métabolites conjugués et qui sont présents à faible concentration, n'ont pas d'effet antioxydant direct, pas in vivo, pas après être absorbés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas antioxydants pour autant, mais ils exercent des effets antioxydants indirects via la stimulation des systèmes de défense antioxydants endogènes. Ils agissent d'une part en tant qu'inhibiteurs des enzymes pro-oxydantes, que sont la DPH oxydase et la xanthine oxydase, dont ils diminuent l'activité et l'expression. Ils agissent également sur le maintien du statut cellulaire redox en stimulant des facteurs de transcription sensibles à l'état redox, notamment le facteur NRF2, avec une augmentation de l'expression et de l'activité des enzymes antioxydantes comme la SOD, la catalase ou la glutathion peroxydase. Outre leur capacité à stimuler les systèmes de défense antioxydants, les polyphénols ont des effets pléiotropiques au niveau de l'organisme. Ils exercent des effets anti-inflammatoires, ils sont anti-athérogènes, ils maintiennent la fonction vasculaire, ils ont des effets anti-hypertenseurs, ils améliorent les profils des lipides sanguins. Ils peuvent également améliorer la sensibilité à l'insuline, exercer des effets antiprolifératifs ou pro-apoptotiques, si bien que tous ces effets physiologiques décrits pour les polyphénols sont à mettre en relation avec les effets bénéfiques de leurs aliments sources sur la santé cardio-métabolique, cognitive, sur la réduction du risque de cancer ou d'ostéoporose.
Et bien sûr, les niveaux de preuve actuels sont très variables selon les polyphénols, particulièrement importants pour les classes de flavonoïdes qui ont bénéficié de soutien de l'industrie, notamment pour la recherche, comme c'est le cas des flavanols du cacao ou des anthocyanes des baies, qui ont des effets santé les plus documentés. Alors, pour exercer ces effets, les polyphénols ont des modes d'action multicibles dans une diversité de tissus. In vivo, les métabolites de polyphénol agissent comme des molécules signal en régulant l'expression de gènes ou de voies de signalisation, en interagissant avec des récepteurs ou des protéines ou des enzymes. Donc, dans ce cas-là, ils agissent comme des molécules signal, mais pour d'autres qui ne sont pas absorbés, ils peuvent agir comme des modulateurs de la composition et de la fonctionnalité du microbiote intestinal. Merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, quels sont vos résultats récents sur ces thématiques? Alors, vous vous en souvenez sûrement, mais en 2020, l'Assemblée nationale a saisi l'ANSES pour demander donc une diminution des nitrites dans les charcuteries, voire une interdiction. Alors, cette saisine, elle fait suite à des travaux et même une classification par l'OMS, donc des charcuteries comme carcinogènes avérés et des viandes rouges comme carcinogènes probables, et ce dès 2015. Et parmi les facteurs qui sont impliqués dans cet effet délétère des charcuteries, eh bien, on va trouver le fer héminique. Donc, le fer héminique peut réagir avec les acides gras polyinsaturés et produire, entre autres, des aldéhydes, certains étant déjà reconnus comme cyto- et génotoxiques. Le nitrite, qui est l'additif des charcuteries, lui, va générer des nitrosos composés. Alors, le plus connu, c'est sûrement le nitrosyl M, hein, puisqu'il assure la couleur rose des jambons. Mais le nitrite est aussi à l'origine de nitrosamine et l'EFSA en a classé un certain nombre comme cancérigènes également. Alors, dans certaines charcuteries, on va retrouver des nitrates, hein, comme dans les saucissons, les produits fermentés. Et ces nitrates sont convertis en nitrite, mais c'est aussi une conversion qui est possible chez l'homme, puisque nous disposons également de nitrate réductase dans nos microbiotes oral et colique. Alors, comme vous l'avez compris, il y a quand même un besoin de reformuler les produits de charcuterie, soit en limitant, soit en supprimant les nitrites ou les réactions indésirables. Et cet objectif a fait l'objet d'un gros projet, le projet ADUI, qui a été coordonné par l'IFIP entre 2019 et 2025. Donc, une des premières missions qui nous a été confiée à travers ce projet ADUI, eh bien, c'était de proposer des solutions naturelles qui auraient la capacité à limiter donc ces réactions indésirables dans les charcuteries. Alors, nous avons développé un test de la capacité antinitrosante euh, dans un système émulsion huile d'en haut qui visait à simuler le jambon. Ce test était pour faire un screening de solutions naturelles, donc des extraits végétaux commercialement disponibles et riches en composés phénoliques. Alors, pour cette capacité antinitrosante, nous avions une cible, hein, qui était l'acétyltryptophane, dont nous avons regardé la nitrosation. Nous avons regardé cette nitrosation à 2 pH, donc le pH de 5, qui est celui qui mime les conditions physico-chimiques du produit de charcuterie en général, mais également donc le début de la digestion. Et puis nous sommes descendus jusqu'à pH 2,5, puisque là nous voulions simuler la fin de la digestion gastrique. Donc, parmi tous ces extraits végétaux testés, eh bien, il y avait un premier groupe qui contenait le brocoli, l'acérola, par exemple, qui avait une très forte capacité antinitrosante à pH 5, mais aucune capacité à pH 2,5. Une des principales raisons était leur très grande richesse en vitamine C et une quasi-absence de composés phénoliques dans ces végétaux. Et puis, il y avait un deuxième groupe très intéressant qui avait une activité sur toute la plage, hein, de pH 5 à pH 2,5.
Et parmi ces extraits végétaux, on a retrouvé le thé vert, un cocktail de fruits, un extrait mixte d'olive et raisin et un extrait d'olive. Alors, nous sommes intéressés également au cas du retrait des nitrites et nous avons donc voulu évaluer la capacité antioxydante de nos solutions naturelles, donc en l'absence de nitrites. Et là, nous avons donc mis en évidence qu'un certain nombre d'extraits végétaux, donc riches en polyphénol, avaient cette capacité antioxydante et en particulier, donc parmi les meilleurs, on a retrouvé le thé vert, la peau de grenade, le pépin de raisin et l'olive. Ce qu'on a surtout mis en évidence, c'est que la capacité antioxydante n'était pas corrélée à la capacité antinitrosante pour nos extraits végétaux. Ce qui veut dire que lorsqu'on devra choisir un extrait végétal pour assurer une fonction technologique, eh bien, il faudra le faire en connaissance de cause. Alors, dans un second temps, nous avions donc caractérisé 3 extraits végétaux qui avaient une forte activité antioxydante et une forte activité antinitrosante, et nous les avons additionnés à des jambons, donc aussi bien dans des fabrications à l'échelle pilote qu'à l'échelle industrielle. Et nous avons donc suivi ces composés phénomiques de la mêlée jusqu'à la fin du stockage, donc après 28 jours, ce qui signe la fin de la DLC. Ce que nous avons observé, eh bien, c'est que ces composés phénoliques étaient très stables. Nous les avons retrouvés dans leur intégralité dans les jambons avec et sans nitrite. Nous avons également eu des résultats intéressants puisque nous avons pu voir que ces extraits végétaux avaient la capacité à limiter l'oxydation lipidique pour les jambons non nitrités. Donc, ce qui fait que ces extraits végétaux peuvent remplacer avantageusement le nitrite, dont un des rôles est d'être un antioxydant. Par contre, nous n'avons pas pu mettre en évidence la capacité antinitrosante parce que nous n'avions pas assez de nitrosamine dans nos jambons avec nitrite. Nous avions travaillé à 90 ppm de nitrite et donc ça doit être une des raisons. Un autre des objectifs de ce projet ADUI, eh bien, c'était de conduire une étude de carcinogénèse colorectale, donc sur des rats qui consommaient avec leur diète classique, donc ces jambons enrichis en extraits végétaux avec et sans nitrite. Nous avons eu des résultats très intéressants, en tout cas sur la limitation de la peroxydation lipidique, donc soit locale à travers la mesure de marqueurs dans les fesses, soit systémique quand les marqueurs sont mesurés dans les urines, puisque nous avons pu montrer que nos extraits végétaux avaient la capacité à limiter l'oxydation lipidique dans des contextes nitrités et non nitrités. Alors, pour la cancérogénèse colorectale, nous avons eu un résultat intéressant, puisqu'un des extraits avait la capacité donc de limiter la taille des lésions cancéreuses et aussi l'incidence de grosses lésions. Néanmoins, c'était dans un contexte non nitrité, donc nous avons été un peu surpris et nous n'avons pas eu pour l'instant de résultats dans un contexte nitrité. Donc, pour continuer maintenant avec les effets santé des polyphénols, une caractéristique commune à la plupart des pathologies pour lesquelles des effets bénéfiques des polyphénols ont été rapportés est qu'elles partagent une composante vasculaire importante. Il s'agit des maladies cardiométaboliques et des maladies neurodégénératives. En effet, c'est souvent une dysfonction vasculaire qui est à l'origine du développement de ces pathologies et même une dysfonction vasculaire qui se met en place avant l'apparition de tout symptôme clinique de cette pathologie. Donc, c'est dans ce contexte que les recherches qui sont conduites dans l'équipe NutriVasc dans l'unité de nutrition humaine ont pour objectif d'apporter des preuves cliniques des effets des polyphénols sur la fonction vasculaire et d'identifier et de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués. Ces recherches bénéficient d'une collaboration étroite avec les cardiologues du CHU de Clermont-Ferrand et de liens privilégiés avec le Centre d'investigation clinique qui héberge la plateforme d'exploration de la fonction vasculaire de l'unité de nutrition humaine.
Il s'agit d'une plateforme d'exploration par des méthodes non invasives, bien sûr, qui nous permettent d'évaluer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de nos vaisseaux à se dilater. Ceci peut être mesuré dans la macrocirculation et dans la microcirculation. On peut également mesurer la rigidité artérielle, c'est-à-dire la rigidité de la paroi de nos artères, par plétismographie. Et bien sûr, on évalue également la pression sanguine. Alors, à titre d'exemple, je vais vous donner une illustration des recherches qui sont conduites chez l'homme à l'unité nutrition humaine, et notamment les résultats de cet essai contrôlé et randomisé qui avait été réalisé chez la femme ménopausée et qui avait pour objectif de déterminer la contribution des flavanones du pamplemousse, avec le principal le composé étant la naringénine. Donc, déterminer la contribution de cette naringénine dans les effets du jus de pamplemousse sur la fonction vasculaire. Grâce à son design expérimental qui comparait un jus de pamplemousse naturellement riche en naringénine versus une boisson contrôle qui mimait la composition du jus mais sans naringénine, nous avons pu montrer que la naringénine est impliquée dans les effets protecteurs d'une consommation de jus de pamplemousse sur la rigidité artérielle dans notre population d'études. Et dans cette même étude, nous avons réalisé une analyse transcriptomique en fin d'intervention sur les cellules immunitaires circulantes isolées de nos volontaires. Et on a ainsi montré que la consommation de naringénine via le jus modulait l'expression de plus de 1600 gènes et que les changements d'expression de gènes observés suggéraient une moindre inflammation et une réduction des interactions entre cellules immunitaires et parois vasculaires. Et ce résultat a été corroboré par des études que nous avons réalisées sur modèles cellulaires avec des métabolites isolés et purifiés de naringénine, les métabolites de phase 2 majoritaires, les 2 glucuronines majoritaires, et qui utilisaient des doses physiologiques. On a montré que ces métabolites étaient capables de réduire effectivement l'adhésion des monocytes à l'endothélium vasculaire. Tous ces résultats corroboraient le fait que la naringénine du pamplemousse est capable d'augmenter l'intégrité vasculaire. Alors, si les flavanones du pamplemousse améliorent l'intégrité vasculaire, nous savons aussi à travers l'épidémiologie qu'il y a d'autres classes de polyphénols qui sont protectrices des maladies coronariennes. Mais ce qu'on ne connaît pas très bien dans la genèse de l'athérosclérose, eh bien, ce sont les sites et les mécanismes de l'oxydation des lipides. Alors, nous avons donc conduit une étude sur 12 semaines sur des souris ApoE, donc des souris qui présentent une sensibilité au développement de l'athérosclérose. Ces souris ont reçu un régime de base, donc high fat, et constitué majoritairement d'acides gras saturés et additionné de viande rouge. Un second groupe avait ce régime de base additionné d'huile de tournesol, l'huile de tournesol apportant les acides gras de type oméga 6, sensibles à l'oxydation. Et puis deux autres repas, donc qui étaient ce repas occidental, donc enrichi soit par une purée de pommes, soit par l'extrait phénolique correspondant. Et ce que nous avons vu, eh bien, c'est que l'ajout de ces lipides oméga 6 au régime de base, eh bien, euh, augmentait la pression systolique, le niveau d'oxydation des LDL et la concentration plasmatique en 4-hydroxynonénal. Ce sont les barres noires sur ces graphes. Le 4-hydroxynonénal, c'est un marqueur spécifique de l'oxydation des oméga 6. Ce 4-hydroxynonénal était également retrouvé très élevé dans les fèces, ce qui indique que l'oxydation avait pu être locale, probablement dans le tractus digestif. Ce qu'on a également vu, c'est qu'en présence des régimes à base de purée de pommes et d'extrait phénolique, eh bien, ces marqueurs étaient ramenés à leur niveau de régime en absence de lipides oméga 6. Alors, afin de caractériser donc la dysfonction endothéliale et l'apparition de plaques d'athérosclérose, nous avons étudié donc la vasorelaxation ex vivo, et pour cela donc des anneaux d'aorte ont été montés dans une cuve à organes isolée.
Donc, nous avons regardé la vasorelaxation endothélium dépendante pour ces régimes et nous avons pu voir donc pour les régimes high fat donc avec ou sans lipides oméga 6, eh bien il y avait vraiment une diminution de cette vasorelaxation qui pouvait être corrigée par l'apport de purée de pommes et de l'extrait phénolique et même ramener à un niveau d'un régime normolipidique. Alors, dans un second temps, nous nous sommes intéressés donc à la mise en place des plaques d'athérome, donc au niveau de la crosse aortique. Et nous avons également vu là que l'addition donc de lipides oméga 6 dans le régime des animaux augmentait ce développement de manière significative. Euh, Par contre, l'accumulation des lipides était identique hein, pour les deux régimes high fat avec ou sans lipides oméga 6. Alors, de nouveau, nous avons vu que la présence de la purée de pommes et de l'extrait phénolique diminuait donc l'expression des plaques d'aorte et ramenait le niveau d'accumulation des lipides à un niveau de diète normal. Alors, ces, cette purée, ces extraits phénoliques ont pu apporter des polyphénols qui ont joué un rôle probablement antioxydant dans le tractus gastro-intestinal en inhibant donc l'amorçage de l'oxydation lipidique par la myoglobine de la viande de bœuf. Euh, ces, ces polyphénols de pommes sont constitués pour 70% de procyanidine oligomérique. Ce sont des polyphénols qui ne sont pas absorbés dans le tractus haut et qui vont être métabolisés dans le côlon. Et il semble probablement qu'il y a un rôle pour ces métabolites dans la santé vasculaire. Et pour continuer, concrètement, quelles sont les nouvelles opportunités pour les entreprises? Alors, nous avons vu que les composés phénoliques étaient bien connus pour leurs propriétés antioxydantes, mais certains présentent d'autres propriétés technologiques d'intérêt, comme la propriété colorante. Ce sont les anthocyanes, hein, qui sont ces composés phénoliques visibles, présentant des couleurs bleues à rouge. Euh, Ils sont utilisés déjà dans l'industrie agroalimentaire en remplacement des colorants synthétiques hein, sous le code E163. Ils peuvent être extraits donc des mares de distillerie qui sont des sources abondantes et peu coûteuses. Mais en général, cette extraction par macération a lieu en présence de sulfites, qui sont des additifs décriés, ou de solvants organiques. Ce qu'on sait également, c'est que ces anthocyanes, qui sont des molécules hydrophiles, sont peu stables hors de leur milieu naturel. Donc, à travers le projet Colorante, nous avons développé un procédé alternatif d'extraction d'anthocyanes de mares de distillerie en utilisant des enzymes de type pectinase et micellulase qui permettaient la libération des anthocyanes à partir des parois végétales. Et ce procédé a permis d'augmenter le rendement d'extraction de 23% et de conduire donc un rendement de 1,4 g d'anthocyanes par kilo de marc frais. Alors, dans un second temps, nous nous sommes intéressés à cet extrait d'anthocyanes et nous avons mis en place une bioraffinerie qui nous permet la séparation et la valorisation des différents constituants parce que ces anthocyanes n'étaient pas seuls. Nous avons pu séparer donc les anthocyanes, les autres composés phénoliques et les sucres qui sont une composante majoritaire de cette matière première. Nous avons actuellement une offre technologique en cours puisque nous recherchons un industriel qui serait intéressé pour reprendre ces procédés d'extraction et cette bioraffinerie à l'échelle industrielle. Alors, nous avons également cherché à moduler les propriétés de cet extrait d'anthocyanes, donc les propriétés colorantes et les propriétés antioxydantes, et cela à travers le développement d'un procédé d'acylation enzymatique des anthocyanes qui visait à produire des molécules donc plus stables, mais aussi solubles dans les milieux lipophiles.
Donc, à l'aide d'une lipase, nous avons pu modifier cet extrait d'anthocyane et introduire des chaînes grasses en C8, C12 ou C16, mais également introduire un composé aromatique de type acide hydroférulique. Donc, une fois qu'on a eu ces extraits acylés en main, eh bien, nous nous sommes intéressés donc à la stabilité de la couleur, ce qu'on peut voir sur le graphe de décoloration. Ce que nous avons vu, eh bien, c'est que les extraits acylés par les chaînes grasses et par l'acide hydroférulique étaient beaucoup plus stables et présentaient donc un gain de couleur important, hein, puisque la couleur est multipliée par 2, l'intensité est multipliée par 2. Ce qu'on peut voir également, c'est que la teinte a été modifiée, puisque nous sommes passés d'un extrait euh, d'anthocyane qui était plutôt rose à des extraits acylés qui sont maintenant de couleur violacée. Alors, nous avons également étudié leur capacité. Merci, Christine. Nous avons aussi étudié la capacité antioxydante de ces extraits acylés et nous avons vu bien que l'acylation permettait de ralentir la vitesse d'oxydation lipidique dans le cadre d'une oxydation amorcée par la myoglobine en système micellaire. Ce que nous avons vu surtout, c'est que la concentration inhibitrice CI50 était réduite de 40%. Donc, nous avons été capables de montrer à travers cet exemple qu'il est possible de moduler donc la capacité colorante et la capacité antioxydante d'extraits naturels d'anthocyane. Alors, avant d'investir dans des essais cliniques pour étudier les effets des polyphénols sur la fonction vasculaire, il peut être intéressant d'apporter des premiers résultats au niveau préclinique. Il est notamment possible de faire une évaluation fonctionnelle de la capacité des polyphénols et de leurs métabolites à moduler la réactivité vasculaire par une approche ex vivo. À l'UNH et avec le soutien de Caliment, nous avons développé une plateforme de myographie qui permet de mesurer la réactivité vasculaire sur des artères de rongeurs. Et avec ce dispositif, il est possible d'étudier soit l'impact d'une intervention nutritionnelle, d'un aliment, d'un extrait d'une molécule purifiée, ou soit l'impact de métabolites circulants isolés sur la réactivité vasculaire et donc de déterminer le rôle de l'endothélium vasculaire dans cette réponse. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet une mesure déjà fonctionnelle, facile et peu coûteuse, donc qui est plus pertinent que les études in vitro pour démontrer la bioactivité des polyphénols et de leurs métabolites. Cet exemple juste pour vous illustrer qu'après avoir reconstitué un mix de métabolites plasmatiques qui à la fois de métabolites conjugués de phase 2 et de métabolites microbiens. Donc, en les appliquant dans ce modèle ex vivo, nous avons pu montrer que ce flavonoïde, lorsqu'il est préexposé lorsque les vaisseaux sont préexposés à ces métabolites de polyphénol, il y a une augmentation de la capacité vasodilatatrice de l'endothélium vasculaire, ce qui témoigne de la capacité de ces composés à prévenir la dysfonction endothéliale induite par un stimuli inflammatoire. Outre notre investissement dans les recherches sur la relation polyphénol et santé, à l'UNH, nous travaillons également au développement de nouveaux outils pour affiner cette relation. Et c'est notamment ce que nous venons de faire avec le développement de PhenolQuest. PhenolQuest est un nouveau questionnaire semi-quantitatif spécialement conçu pour améliorer l'évaluation des consommations de polyphénol. Et son originalité est qu'il cible pour la première fois spécifiquement tous les aliments sources de polyphénol. Il est ergonomique, il est digitalisé maintenant. Et l'exploitation des données issues de ce questionnaire se fait par couplage avec une table de composition des polyphénols dans les aliments que nous avons optimisée par rapport aux bases de données existantes. Et l'intérêt de ce nouvel outil,
c'est qu'il est particulièrement intéressant pour pouvoir, par exemple, améliorer le classement des individus dans des études cliniques ou dans des cohortes. Il est également pertinent pour décrire la diversité des apports et des modes de consommation en polyphénol et pour, d'une façon plus générale, pour mieux caractériser la relation polyphénol-santé et les interactions entre polyphénol et microbiote. D'ailleurs, actuellement, ce Phenol Quest est utilisé dans le projet French Gut. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, pouvez-vous nous donner un aperçu des fronts de recherche en cours? Alors, en ce qui concerne les travaux sur les nitrosamines et les charcuteries que je vous ai présentées, nous devons encore démontrer s'il y a un effet antinitrosant des extraits végétaux riches en composés phénoliques dans des charcuteries réelles. Et un bon système pourrait être une charcuterie subissant un traitement thermique, comme c'est le cas du jambon sur la pizza, puisqu'on sait que dans ces systèmes-là, il y a une génération importante de nitrosamines. Il faudrait également s'intéresser donc à l'activité antimicrobienne des extraits végétaux, en particulier dans le cadre de l'inhibition de pathogènes comme Listeria, Clostridium et Salmonella, euh, qui sont des problèmes de sécurité sanitaire dans le cas des retraits partiels ou total des nitrites. Chez l'homme également, il y a un certain nombre de questions qui demeurent, hein. Il faut continuer à élucider les mécanismes de protection de la santé vasculaire par les polyphénols, et en particulier le rôle des métabolites dans les mécanismes cellulaires, mais c'est le, les objectifs qu'ont entrepris donc l'UNH de Clermont. Nous avons beaucoup d'informations en épidémiologie et en études d'intervention sur le rôle des polyphénols. Euh, Nous en avons beaucoup moins sur le rôle des microconstituants et en particulier des caroténoïdes et des glucosinolates dans les cancers. Et là, il y a encore beaucoup de recherches à mener. En termes de challenge dans le domaine des recherches sur polyphénol et santé, il en est un qui concerne l'hétérogénéité des réponses individuelles à la consommation de polyphénol, qui peut, dans les études cliniques, amener à distinguer des répondeurs versus des non-répondeurs. Et cette variabilité interindividuelle, elle est très problématique parce qu'elle peut empêcher de tirer des conclusions définitives sur les effets santé de composés donnés ou empêcher l'identification d'effets bénéfiques de ces composés dans des sous-groupes de population. Donc, bien sûr, la recherche doit s'emparer de cette question et identifier les facteurs majeurs responsables de cette variabilité. Mais en attendant, il est important d'améliorer les designs expérimentaux des études cliniques afin de prendre en compte cette variabilité et d'optimiser les chances de mettre en évidence des effets positifs des interventions avec les polyphénols.